Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, la crise démographique avec ce wake-up call qui est général sur l'ensemble de la planète. Wake-up call à l'occasion de la publication des chiffres de baisse de la population chinoise en 2022. C'est une première, officiellement en tout cas. Certains démographes estiment que la population chinoise diminue déjà depuis quelques années, mais l'appareil statistique chinois doit reconnaître désormais cette fatalité avec une baisse de population de 850 000 habitants constatés au terme de l'année 2022 en Chine. Et derrière, c'est l'ensemble des enjeux démographiques qui sont révélés à nouveau aux yeux du grand public, puisque derrière la situation chinoise ou le traditionnel exemple japonais, la crise démographique frappe de nombreux pays et de nombreuses économies. Un chiffre à avoir en tête, d'ici 2050, plus de 60 pays dans le monde verront leur population globale baisser d'au moins 1%. Cette crise démographique a évidemment des effets structurants majeurs sur la force de travail dans des pays qui constatent de plus en plus une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de l'offre de travail. Et derrière, bien sûr, cette logique de tension structurelle sur le ou les marchés du travail de nos économies entretient évidemment une idée inflationniste. La démographie sera à la une de l'émission dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Pour le reste, la vie des marchés continue de plutôt bien se dérouler pour les actions européennes notamment, qui signent une nouvelle séance positive. On est sur une semaine d'échéance mensuelle, je le rappelle, avec l'expiration de différents produits dérivés et options attendus ce vendredi sur les marchés. Et le CAC 40 qui est allé chercher le niveau des 7100 points en séance pour le CAC 40 Cash, ce qui le ramène à 4% à peine de son sommet historique qui a été marqué il y a quasiment un an jour pour jour à près de 7400 points pour le CAC 40 Cash qui va clôturer sur une petite hausse ce soir avec notamment la séquence de résultats qui est en train de monter gentiment en puissance aux États-Unis notamment, puisque les investisseurs ont pu prendre connaissance des résultats de Goldman Sachs ou encore de Morgan Stanley qui viennent compléter donc le paysage des résultats des grandes banques américaines après les publications de vendredi dernier. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous évoquerons la thématique des PME cotées en France et en Europe, les fameuses small et mid caps, une classe d'actifs, un segment de marché qui continue de souffrir ou en tout cas qui ne profite pas autant que les large caps du rebond qui est en cours depuis plusieurs mois maintenant sur le marché européen. Nous évoquerons cette classe d'actifs des PME cotées avec un spécialiste du genre, autant le dire, William Higgins, le président et gérant des stratégies d'indépendance et expansion asset management qui gère depuis 30 ans maintenant une stratégie dédiée aux PME cotées françaises et européennes. Mais d'abord, les infos clés de marché en fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen. Les séances se suivent et se ressemblent avec une petite hausse à l'arrivée attendue encore pour les actions européennes et le CAC 40 ce soir. Oui, la réouverture de la Chine booste toujours les marchés. Il n'en demeure pas moins qu'il faille digérer un nouvel indicateur. L'an dernier, le PIB de la Chine n'a augmenté que de 3%. C'est son pire chiffre hors crise Covid de 2020 depuis 1976. Toujours du côté des indicateurs, on retient aussi qu'au mois de janvier, l'activité manufacturière de New York se contracte bien plus qu'attendu. L'indice recule à 32,9 points. C'est son plus bas depuis mai 2020. D'autre part, la saison des résultats du quatrième trimestre aux États-Unis se poursuit, notamment dans le secteur bancaire. Goldman Sachs a vu son bénéfice net fondre de 69% à 1,2 milliard de dollars. Et cela, Goldman Sachs le doit à des pertes dans sa division de crédit et à la nette dégradation de sa division de conseil. Son titre recule nettement. A contrario, le titre de Morgan Stanley grimpe. La banque a dépassé les attentes grâce notamment aux revenus générés par ses activités d'achat
d'achat et de vente d'actifs. Et puis sur le marché parisien, précisément, le groupe Renault a publié une 4e année de baisse de ses ventes. L'an dernier, le groupe a connu une baisse de 9,4% des ventes mondiales de voitures et fourgons. À noter cependant qu'il parvient à faire progresser ses ventes de véhicules électriques en Europe. Par ailleurs, on apprend qu'après des mois de transactions, le conseil d'administration de Nissan a validé le plan de restructuration de l'alliance proposé depuis des mois par le PDG de Renault, Luca de Meo. Ils dévoileront début février leur nouvelle architecture. Et puis, nouveau record pour LVMH, qui devient la première société européenne cotée à dépasser les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière. Et oui, selon Bloomberg, avec ce nouveau record, le groupe devient la 12e entreprise la mieux valorisée en bourse dans le monde. Dans la matinée, le prix de l'action a atteint un record à 795,70 euros. Depuis le début de l'année, elle a augmenté de plus de 16%, portée notamment par la réouverture économique en Chine. Un petit mot de la journée de demain. Les rendez-vous économiques seront nombreux. Il y aura d'une part la décision sur les taux du Japon et le livre beige de la Fed, sans oublier de nouveaux résultats trimestriels aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stanislas Bernard est avec nous ce soir, le président de 21st Capital. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Vincent Genzi à vos côtés. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vous êtes le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, Oudard. Et avec nous également en plateau, Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes président d'Albatros Capital. Je le disais en titre et en sommaire de cette édition. Mettons la question long terme et structurante de la démographie à la une, à l'occasion de la publication d'un certain nombre d'évolutions démographiques. Le paysage chinois en la matière, évidemment, frappe les esprits aujourd'hui, mais on a eu des chiffres concernant la France également, qui marquent une baisse de la natalité importante, avec un taux de fertilité qui tombe à 1,8, symptôme là aussi du vieillissement de nos économies. Mais c'est vrai que le chiffre chinois est assez spectaculaire. Vincent, qu'est-ce qu'il vous inspire ? On a tous en tête une baisse à venir de la population chinoise. Cette baisse se matérialise beaucoup plus vite que les projections officielles des Chinois, bien sûr, mais également de l'appareil onusien qui reste une référence en matière de projection démographique pour la planète. Ça arrive 10 ans plus vite que prévu, le franchissement de ce pic démographique en Chine. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent plus vite que prévu en Chine, y compris le ralentissement de la croissance nominale. Tout ça va un petit peu ensemble, mais c'est quand même, c'est ce qu'on se disait, ou tu écrivais dans un papier, c'est que ça reflète quand même quelque part les erreurs du système politique chinois. Bon, maintenant, voyons les conséquences concrètes. Il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a encore pas tellement longtemps, on se disait, mais comment va-t-on faire pour nourrir la population mondiale si on continue à croître à cette vitesse ? C'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Donc, ça aura des impacts sociétaux, ça aura des impacts économiques. Il est clair que on voit bien les pays qui sont le plus en avance, comme le Japon, qui font de plus en plus appel à des robots ménagers. C'est pas pour rien. Donc, Corée du Sud, taux de fertilité 0,8, le plus bas du monde, un des pays les plus automatisés, les plus robotisés du monde. Ce sont des décisions politiques et pour l'instant, je ne suis pas certain qu'on arrive à renverser le mouvement, tant est que ce soit nécessaire. Il y a un pays qui avait réussi à faire ça, je crois que c'est un pays du nord de l'Europe, je crois que c'était la Suède, qui avait mis en place une politique familiale nataliste, très vigoureuse et qui avait réussi à redresser. Mais bon, depuis, ça s'est de nouveau retourné. Donc non, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec. C'est que le début. C'est que le début de la grande transition démographique. Ce n'est que le début et ça peut aussi malheureusement accentuer un basculement géopolitique. Puisqu'on sait que finalement le continent qui va rester très avancé sur le plan démographique, c'est l'Afrique. Donc quand on parle de phénomènes migratoires, ça peut continuer. C'est également un élément qui va continuer à peser sur la tentative de suprématie chinoise, dont je suis convaincu depuis quelque temps que la Chine a vu son apogée à tout point de vue. Elle ne deviendra jamais la première économie mondiale. Même si elle n'aura pas le poids de la première puissance économique mondiale. Parce que maintenant, ils jouent à visage découvert, tout le monde les connaît, et tout le monde va leur mettre des bâtons dans les roues tant qu'ils ne sont pas fair-play. Donc,
Voilà, je pense surtout que c'est une évolution et que je ne pense pas qu'on y voit des côtés négatifs finalement pour nos affaires dans un premier temps. Oui, c'est dur à dire, mais une moindre croissance de la population mondiale, parce qu'on est sur un rythme de croissance de la population mondiale qui est inférieur à 1% désormais, donc on n'est pas encore sur un retournement démographique mondial, mais c'est le plus faible taux de croissance de la population mondiale depuis la première moitié du XXe siècle. Vous dites, à l'arrivée, ça ne génère pas que des problèmes. Bien sûr. Non, mais... Peut-être qu'il faut attendre que la population mondiale ait également baissé d'un certain nombre de milliards de millions d'habitants pour qu'il y ait un réflexe nataliste qui se mette en place. Hein. C'est comme quand il y a une sécheresse. Hein. La nature réagit en protégeant, les arbres ils réagissent en se protégeant, ils font moins de fruits pour garder plus de vitalité. Voilà. Bon, on verra. À ce stade, on voit quand même que les tendances lourdes ont plutôt tendance à s'accélérer, justement, plutôt qu'à se renverser. L'impact économique majeur, c'est sur la croissance potentielle. Ouais. Et moi, je pense qu'il y aura une certaine compensation par des gains de productivité pour compenser justement cette baisse de main-d'œuvre. C'était aussi une réflexion qu'on avait dans l'émission hier. Oui, évidemment, l'enjeu de la productivité, donc l'enjeu de l'innovation devient central dans des populations vieillissantes avec des forces de travail de plus en plus diminuées. Ça peut également, mettre un éclairage nouveau sur les politiques migratoires. Oui, dans le solde de la population, il y a le solde naturel, il y a le solde migratoire également, qui a été un pourvoyeur important justement dans nos économies de force de travail, de force de main-d'œuvre, et que ce solde migratoire, il commence aussi à se tasser. Il y a deux grands pays qui voient leur population continuer à s'accroître, c'est les États-Unis et le Canada. Ils ont tous les deux des politiques migratoires volontaires ou involontaires, mais dans les deux cas, il y a des phénomènes migratoires qui viennent compenser. Stanislas, vos réflexions sur ces questions démographiques. Alors, c'est bien sûr la Chine, le Japon, mais l'Italie voit sa population baisser depuis déjà un peu plus de 7 ans maintenant. L'Italie, c'est nous. L'Italie, c'est nous. Non, mais d'ailleurs, Draghi expliquait que c'est le problème le plus grave auquel est confrontée l'Italie. Mais bien sûr. 400 000 naissances contre 800 000 en moyenne en France. Ces 10 dernières années. Petite parenthèse d'ailleurs, enquête que mène la Banque Centrale Européenne auprès des PME justement européennes, 2 fois par an. Quand on leur demande quel est le problème principal pour vous, est-ce que c'est la crise énergétique ? Non, c'est la crise démographique. C'est le problème de la force de travail. Bien sûr. Puis ça met la pression sur les soins de santé, sur le système de santé, le système des retraites. Donc c'est un énorme problème à gérer. Paradoxalement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'immobilier, puisque on regarde le marché italien, l'immobilier s'est très bien comporté depuis 10 ans, alors qu'il y a 2 fois moins de naissances qu'en France, mais ce qui est assez logique, parce que c'est un problème qui se posera dans 40 ans ou 50 ans, mais pas tout de suite. On risque de passer dans des marchés immobiliers alors qui sont en pénurie d'offres aujourd'hui pour la plupart, mais qui vont se retrouver en surcapacité à un moment peut-être. À un moment donné, c'est possible, peut-être dans 50 ans, c'est possible, mais on adaptera probablement la construction des logements aussi. Donc, ce sont des phénomènes lents. Donc c'est très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que non, sur la Chine, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est l'effet du Covid, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de décès. Donc c'est peut-être lié aussi à ça, ou est-ce que c'est le début effectivement du retournement? Si c'est le cas, c'est préoccupant. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers le moins 1% de la population par an projetée par l'ONU, qui projetait à partir dans 10 ans? Parce que là, ça fait 15 millions. C'est 1,4 milliard des Chinois, c'est ce qu'on prévoyait en 2030. Voilà. Et normalement, projection de l'ONU 2100, c'est 500 millions d'habitants. C'est divisé par 2, on voire divise 3. Par 3. On divise par 3. Bien sûr. Plus de Nigérians que de Chinois à la fin du siècle sur la planète. Et donc vous enlevez 15 millions d'habitants par an en Chine sur les projections de l'ONU. Alors est-ce que ça arrive à partir de maintenant ? Ou est-ce que c'est dans 10 ans ? Ça, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, effectivement, ça risque d'avoir quand même un impact. Puisque, pour juste prendre un exemple, j'étais effaré de voir que Volkswagen, par exemple, 40% de ses ventes de véhicules se font en Chine. Donc ça aura un impact. Certain. Et d'ailleurs, Et une des raisons d'ailleurs de tout ça, c'est probablement la hausse des prix de l'immobilier, parce qu'on voit que ça a un impact partout. C'est-à-dire que ceux qui envisageaient de s'agrandir ou d'avoir des familles plus importantes, dans tous les pays, y compris en Italie, aux États-Unis aussi, ça commence à envisager de réduire les tailles des familles pour gérer cette contrainte de logement.
Ce qui est impressionnant, là, à l'annonce du chiffre de la baisse de population chinoise, 850 000 quand même, hein, c'est significatif. Encore une fois, même si tout le monde avait cette tendance en tête pour les prochaines années, le choc a été tel qu'on a vu tout le secteur des produits et des biens de puériculture en Chine, les Baby X, voilà, les sociétés tournées vers le monde de la naissance et de la puériculture, les actions de ces valeurs-là ont pris un sacré coup ce matin. Ouais. Il y a quand même une réaction immédiate à cette tendance de long terme qui semble s'accélérer côté chinois. Vos réflexions sur cette question démographique qui est passionnante. Alors je pense qu'elle est malheureusement négligée dans le débat public alors qu'elle mériterait sans doute d'être plus régulièrement traitée. C'est un bon moment pour en parler. On parle de la question de nos systèmes de retraite notamment. Je dis c'est l'autre transition. Il y a la transition écologique évidemment qui est sur la table aux yeux de tout le monde aujourd'hui et cette transition démographique dont on n'a pas forcément peut-être bien pris la mesure. Si j'osais, je dirais que la transition écologique est totalement secondaire par rapport à la problématique démographique, mais bon, c'est pas le débat. Eh ben si, ça peut l'être, Xavier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que dans 40 ans, avec la baisse de population à laquelle il faut se préparer, on règle une partie des problèmes de l'impact de l'activité humaine sur le climat ? C'est que si on recale les tendances démographiques sur le XXe siècle, on a quand même des progressions spectaculaires qui ont adossé la croissance économique mondiale, le développement et les notions de puissance et de géostratégie. Pour qu'on ait un ordre d'idée, on était en 1950 2,5 milliards. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 7 milliards et l'objectif, c'est probablement un 10 milliards en 2080, quelque chose comme ça, bon, avec une forte incertitude. Si on est dans ce cycle de retournement, ça induit des comportements des États. Parce que s'il y a une chose dont vous devez être sûr, c'est que tous les décideurs économiques de très haut niveau suivent cette variable. Elle a le bon goût d'être déterministe par rapport à tout le reste, hormis des pandémies spectaculaires, et donc elle est suivie de manière très très précise. Par contre, elle n'abonde pas le débat politique, et encore moins ce type d'émission. À ton exception. Et donc pour en revenir à la Chine, pourquoi je disais c'est secondaire ? Parce que d'une certaine façon, ce qui est en train de se passer aux portes de l'Europe de l'Est peut avoir une traduction de cette problématique démographique. S'il y a un pays s'il y a une zone qui vieillit, c'est bien la Russie. D'ailleurs, l'Ukraine aussi. Les pays de l'Est connaissent des fortes crises démographiques, on peut le dire. Et Vladimir Poutine savait pertinemment, et tous ceux qui l'entourent savaient pertinemment qu'ils ont une cloche, enfin, ils ont une vallée démographique à 5 ans. Il y a un compteur qui tourne. Voilà, il y a un compteur qui tourne. Et donc, s'il doit, dans la stratégie soviétique, de consommer, si j'ose dire, de la ressource humaine, c'est aujourd'hui et maintenant, et c'est pas dans 5 ans. Dans 5 ans, il ne pourra pas faire face, y compris par rapport à des Européens qui seraient faiblement motivés. Et donc, alors c'est une interprétation de ma part, mais il n'est pas impossible que la variable démographique intrinsèque à une société russe qui, par ailleurs, est stabilisée. C'est ça qui est le paradoxe et qui fait qu'elle semble soutenir ce conflit. Mais probablement que les décideurs russes savaient que c'était le moment dans les 5 prochaines années. Mobiliser 300 000 réservistes comme ça, on peut le faire aujourd'hui, dans 10 ans. Dans 5 ans, ils ne pourront pas le faire. En tout cas, ils ne pourront sans doute pas le faire avec un quitus de la société russe. Donc c'est une donnée essentielle parce qu'elle peut être une clé de lecture de ce qui va nous arriver. Et ce qui va nous arriver, c'est des confrontations. Parce que si on est dans ce retournement, dans ce ralentissement de la croissance démographique, mais avec des zones très disparates, c'est ça qui est en train d'apparaître. On parle de la Chine. On pourrait parler des États-Unis. Les États-Unis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en espérance de vie. L'espérance de vie a reculé de 2 années. Ouais. Post-Covid. Et elle a reculé 2 années, pas uniquement dû au Covid, mais elle a reculé de manière très spectaculaire sur les déciles de population qui ont un faible niveau d'éducation ou qui ont de faibles niveaux de revenus. Donc ça veut dire que crise des opiacés, crise de l'obésité, qui sont des sujets de santé publique majeurs portés par chaque présidence depuis longtemps. Et maintenant, c'est la crise de la santé mentale. Voilà. C'est la crise de santé publique que Joe Biden porte après la crise de l'obésité et la crise des opiacés par ses prédécesseurs. Et avec un niveau de dépenses de santé rapporté au PIB de pas loin de 20%. Donc c'est inutile de te dire qu'il y a une inefficience majeure, qu'il y en a qui s'en mettent entre guillemets plein les fouilles, et qu'il y a une inefficience majeure qui pose des questions sociétales profondes. L'avènement de Trump a probablement
dans des facteurs causaux cette dimension-là, hein, parce qu'il y a des tranches entières de la société américaine qui sont confrontées à ce problème. Mais je vais en revenir à la Chine avec un point qui est essentiel. La population active est en recul depuis le milieu de la décennie passée de 7 à 8 millions de personnes en rythme annuel. Donc ça veut dire que la croissance de la population, on est en décroissance de la population active. Et donc il est assez logique que la population consolidée elle-même se retourne. Bon, après, il y a une très grande méfiance sur les statistiques chinoises. Les Chinois te disent tous les jours qu'ils ont, alors là, ils ont voulu concéder quelques dizaines de milliers de morts. Moi, mes évaluations... Oui, j'entends. Moi, j'en suis à plusieurs millions de morts. Hein. Donc, donc on est dans des marges d'erreur, dans des marges d'erreur assez singulières. Mais il y a un truc qu'il faut retenir. Mais là, l'appareil statistique chinois est obligé d'admettre cette fatalité démographique que certains datent déjà depuis quelques années, hein, je veux dire. Mais quand Deng Xiaoping met la politique de l'enfant unique en place en 1979, il a pour objectif, enfin l'objectif à l'époque énoncé de 1,2 milliard d'habitants à l'horizon 2000 ou 2000, ça doit être ça. Ils ont loupé l'objectif, si j'ose dire, de 400 millions 20 ans plus tard. Mais avec un biais très singulier qu'il faut qu'on retienne. C'est que le nombre de naissances entre les garçons et les filles est très singulier en Chine. Il naît 115 garçons pour 100 filles. Le ratio habituel dans le reste du monde, c'est 105 garçons pour 100 filles. Parce que ça se rééquilibre à l'âge adulte, puisque les garçons ont cet énorme désavantage d'avoir un taux de mortalité élevé dans les premiers comportements à risque, mais aussi, enfin bon bref, il y a toute une série. Donc la nature, d'une certaine façon, rétablit l'équilibre en faisant naître plus de garçons que de filles à la naissance pour que ça se rééquilibre à l'âge adulte. Donc il y a à l'âge adulte, dans à peu près tous les bassins démographiques qu'on observe, on est dans des rapports 100, 100, c'est équilibré. En Chine, non, c'est 115, 100. Et ce qui fait quoi ? Ce qui fait que tu as un solde négatif de femmes, donc c'est une société profondément masculine, si j'ose dire. Il y a un solde négatif de femmes en âge d'avoir des enfants de 30 à 40 millions. Et donc ça facilite pas. Non. Bon, après, quand tu regardes les dispositifs de sécurité sociale, il n'en existe pas. Non. Quand tu regardes le coût des études, il en existe, bien entendu, mais très élevé. Il a été contrôlé. Ça fait partie des secteurs qui ont été justement réglementés très durement par les officiels chinois ces dernières années. Autre malheur, je mets ça le terme entre guillemets, les femmes font des études en Chine, comme partout. Et d'ailleurs, en général, c'est l'un des critères qui explique la baisse du taux de fécondité. Et donc, le contexte économique, le fait qu'il n'y ait pas de système de retraite digne de ce nom. C'est-à-dire, quand tu as un enfant, tu dois financer non seulement la génération à venir, mais tu dois te préoccuper de tes anciens. Mais bien sûr. Qui sont les deux générations avant toi, parfois. Donc, ça veut dire que tu as une charge. Et donc, ce qui explique le taux d'épargne. Tu vois, des interactions dans tous les coins. Ce qui explique un taux d'épargne, ce qui explique un taux d'épargne dans l'immobilier s'envole, et après, ça explose. Donc, tout ça pour dire que ces problèmes démographiques ont des interactions extrêmement profondes dans nos économies. Et pourquoi on s'y est attelé ? Parce qu'on doit réfléchir sur ces tendances de long terme, parce qu'elles vont probablement, dans une raréfaction des ressources, elles vont amplifier les phénomènes de tension, et ça va être une clé de lecture des tensions géopolitiques à venir, et peut-être même des prochaines guerres, ce que j'espère évidemment pas. Oui, et puis une clé de lecture pour les banques centrales également. Si je reviens à des situations plus immédiates, sur le marché du travail américain, on n'a jamais observé un tel déficit d'offres de travail par rapport à la demande de travail, au moins depuis l'après-guerre. En Allemagne, c'est 500 000 personnes qui quitteront le marché du travail chaque année entre 2025 et 2035. Et en France, on retrouve également cette attrition de la population active. Avant la pandémie, il fallait 150 000 créations d'emplois par an pour faire baisser le taux de chômage en France. Avec l'attrition de la population active, quelques années après, 4-5 ans après, il n'en faut plus que 80 000 créations d'emplois pour faire baisser le tau de chômage. Non, mais c'est vrai que c'est un des facteurs d'explication des marchés de travail tendus qu'on a vu partout. Au départ,
C'est quoi? C'est une pénurie structurelle. C'est une pénurie structurelle qui s'installe. Mais c'est un facteur structurel. Vient s'ajouter à ça le fait que, avec la crise du Covid et les bouleversements que ça a provoqués, il y a eu quand même des départs à la retraite beaucoup plus nombreux qu'en temps normal. Donc ça ne va pas forcément se reproduire tout le temps. Quoique, on peut aussi se poser la question. C'est assez facile à projeter quand même, hein, la disparition des boomers, enfin la disparition oui, c'est vrai, non, du marché du travail. Par contre, c'est un facteur inflationniste structurel avec une hausse des salaires du fait de déficit de main-d'œuvre. Non, mais c'est pour ça que la question des flux migratoires va se reposer. Ouais. Et à la limite, c'est peut-être aussi une chance. Hein, parce qu'aujourd'hui, dans certains pays comme l'Allemagne, on arrive à intégrer plus facilement les flux migratoires, les migrants. Hein. Dans notre pays, beaucoup plus difficilement. Donc je crois que ça doit nous faire réfléchir, enfin ça doit faire réfléchir également nos gouvernants sur le sujet. On faisait le parallèle avec la question nucléaire. Il a fallu 10 ans post-Fukushima et une crise énergétique qui nous a mis au pied du mur pour rouvrir ce débat interdit qui était le débat nucléaire. La crise démographique pourrait relancer le débat migratoire sous un angle différent de celui dont on l'a traité ces dernières années. Ceci étant, le sujet n'est pas toujours d'actualité. Il revient parce qu'il y a des chiffres qui sont importants, mais qui sont probablement impactés par la crise du Covid. Il est clair que le recul de la population chinoise est plus lié, à mon avis, à la mortalité du Covid qu'à un phénomène de dénatalité. Ouais. En tout cas, sur un an. On estime que ça va continuer. Depuis 2018. On ne va pas avoir ce chiffre chaque année. Hein. Mais en Italie, où la situation est grave, de ce point de vue-là, le débat sur l'immigration, ça a conduit l'extrême droite au pouvoir. Non, mais bien sûr, c'est un débat interdit aujourd'hui, je suis bien d'accord. En tout cas, parler de l'immigration de travail, pour dire les choses. Non, mais le vieillissement de la population, c'est également une population qui est plus conservatrice. Donc qui réagit face à ces phénomènes migratoires sans forcément bien les comprendre, ou qui pourrait les comprendre si cette immigration était absorbée plus facilement, ou en tout cas... L'Allemagne a mené l'expérience. Voilà. L'Allemagne a mené l'expérience. Et je dis pas que ça a calmé le débat politique, mais... Non, mais c'est quand même l'Allemagne qui a ouvert la porte, parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre, sous la pression du patronat allemand. Donc il faut s'inspirer un peu de ces modèles pour faire évoluer nos mentalités. Non, mais je trouve que ça met aussi, quand on réfléchit à des thématiques d'investissement de long terme, on comprend tout de suite l'enjeu de la thématique d'innovation, de productivité, de recherche de gains de productivité à travers l'innovation dans des économies telles qu'on vient de les décrire. Hein. Oui, non, mais surtout que de ce point de vue-là, les choses peuvent aller relativement vite, alors que les problèmes de natalité sont quand même des phénomènes longs. Donc la productivité peut aller peut-être un petit peu plus vite. Stanislas ? Non, on va parler des marchés, bien sûr, mais c'était quand même l'occasion d'en mettre une bonne couche sur la question démographique. Qu'est-ce qu'on peut ajouter alors, Xavier ? Vas-y, bien sûr. Comme ça, on rejoint les marchés et les stratégies monétaires. Tu as parlé du marché du travail américain. Je trouve que c'est très singulier. Et d'ailleurs, ça transparaît maintenant dans les interventions des gouverneurs de la Fédérale Réserve. Ils mentionnent bien cette situation totalement exceptionnel, sans équivalent sur le demi-siècle passé. Un marché du travail à aujourd'hui qui est en pénurie de 4 millions à peu près de salariés, ça leur pose question. Alors évidemment, il y a le taux de qualification, il y a toute une série de choses, mais il reste... Et donc si on se place... Et ce phénomène n'est pas dû au Covid, parce que ce phénomène commence, la pénurie, moi je suis ça parce que je fais des petits de coin de table, ce phénomène commence dès l'ère Trump. Il commence en 2016-2017. Le marché, c'est le coup d'arrêt de l'immigration. Le marché du travail commence à devenir... Voilà. Et donc ça pose une vraie question. Parce que si on est dans un marché du travail qui va devenir structurellement en solde négatif, donc en pénurie, à ce moment-là, la politique monétaire de la Fédérale Réserve va être extrêmement contrainte. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir être aussi cyclique qu'elle ne l'était par le passé. Parce qu'elle était cyclique par le passé, parce qu'elle était adossée
à une économie, une société américaine qui était très libérale. Au fond, il y avait des flux, notamment à sa frontière mexicaine. Et donc, elle avait un solde toujours positif d'excédent de manœuvre. Là, on est en déficit de manœuvre. Et le déficit de manœuvre va s'amplifier avec le vieillissement, avec les baby boomers, le trend des baby boomers qui va mais ça va jouer. Hein, ce trend, on le retrouve partout dans l'Occident. Hein. Et donc, ça pose une contrainte pour la politique monétaire parce qu'à ce moment-là, elle ne peut pas devenir aussi cyclique qu'elle ne l'est. Elle monte, mais après, elle reste en vol suspendu et elle attend. Et elle attend de voir comment les choses se passent. Et elle sait pertinemment qu'il y a un problème structurel sur le marché du travail. Donc si de son côté, le politique, l'exécutif américain n'agit pas sur les termes du marché du travail par la qualification, parce que sur le marché américain, il y a des problèmes de qualification. Je ne parle pas des VIP, de ceux qui sont... Il y a un mismatch. Voilà. Oui. Il y a une problématique de répartition de la valeur ajoutée. Moi, je vois des trucs hallucinants. Par exemple, dans les statistiques détaillées du mensuel du marché du travail, tu as des soldes aujourd'hui négatifs, notamment sur les maisons de retraite, sur les garderies d'enfants. On est sur des soldes négatifs par rapport à la situation qui prévalait avant le Covid, de pas loin d'1 million de salariés par secteur. C'est énorme. Par exemple, tu veux faire garder tes enfants aux États-Unis, c'est terminé. Donc, une femme en Italie, ce n'est plus possible. Voilà. Du coup, il n'y a pas de crèche, du coup, personne ne peut avoir d'enfants. Et donc, les femmes ne vont plus travailler. Et ça bloque le travail. Mais voilà. bien sûr, c'est de la mobilité en moins, c'est une force de travail. C'est des forces frictionnelles qui viennent induire la croissance potentielle et puis plein d'aspects sociétaux. Et ça change la fonction de réaction des entreprises face à ce marché du travail. C'est-à-dire que, alors, bon, en Europe, la tradition était quand même d'essayer de préserver l'emploi avec le soutien des politiques publiques, mais aux États-Unis, la flexibilité qu'on avait sur le marché du travail, pas sûr qu'on la retrouve, en tout cas de manière aussi intense que précédemment. Ouais, c'est clair. Bon, comment est-ce qu'on est passé du pic de la peur au pic du Goldilocks sur les marchés, Stanislas? C'est quand même spectaculaire. Le pic de la peur, c'était fin septembre, et là, on a l'impression qu'on est sur un chemin idéal, et encore au moment où on se parle, qui peut à un moment faire un peu peur presque. Bon, je pense que le facteur principal, ça a été la décélération de l'inflation, qui a pu surprendre certains investisseurs et qui laisse penser une anticipation de hausse des taux peut-être moins forte que prévu. Et puis surtout, certains même anticipent un cycle de baisse des taux au-delà du deuxième semestre. Mais il y a quand même un décalage entre ce qu'anticipent les économistes et ce qu'anticipent les investisseurs. Là, 2/3 des économistes à Davos ont annoncé une récession en 2023. Donc, ça fait 9 mois qu'ils l'annoncent. Ils peuvent continuer. Et de quelle ampleur? Oui, c'est ça. Et donc, eux anticipent, par exemple, si on regarde leurs anticipations sur les taux de la BCE, on est à 2, ils anticipent 3, et une baisse à partir de juin, ce qui n'est pas le cas des investisseurs. Donc il y a quand même un décalage assez important. Mais bon, clairement, je pense qu'en Europe, ce qui a joué, c'est clairement la baisse du prix du gaz. D'ailleurs aussi la baisse du prix de l'électricité, puisque les deux sont liés. Donc ça a été un élément pas extrêmement rassurant, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'angoisse. Mais bon, le deuxième aspect, parce que nous, ce qu'on regarde sur les marchés, c'est pour la valorisation des marchés, c'est toujours la même chose, prime de risque, les taux d'intérêt et la croissance des bénéfices. Ouais. La croissance des bénéfices aussi, elle a plutôt agréablement surprise, puisqu'on n'a pas du tout eu les révisions fortement à la baisse, qui étaient d'ailleurs anticipées. Ce qui est possible, c'est que les attentes étaient tellement revues à la baisse, tellement négatives, que je pense que le marché a réagi dans l'autre sens, fin 2022, depuis le début de l'année. Donc les marchés avaient aussi beaucoup baissé. Donc historiquement, quand vous regardez 2 années de baisse consécutive des marchés de cette ampleur-là, ça a été jamais vu. Donc objectivement, compte tenu des valorisations qu'on avait sur pas mal de valeurs, c'était plutôt une zone d'achat. Donc si on part du principe que les taux longs vont rester relativement stables, en tout cas la plus forte, l'ampleur de la hausse, on l'a vu en 2022, mais elle est quand même a priori derrière nous. Il faut rappeler que sur la Fed, on est passé de 0,25 en février 2022 à 3
Ouais. Hein, quoi, 4 même. Oui, oui. 4, hein, Oui. donc c'est énorme. Ça a été très violent. Et donc ça y est, c'est derrière nous. Les bénéfices, a priori, ça va corriger, mais si on regarde, on est sur moins 4 hein, sur le consensus, sur le S&P 500. Ce ne sera pas moins 30, quoi. Ça ne sera pas moins 30. Alors, hors énergie, c'est quand même plus fort que ça, puisqu'on est à moins 7, à peu près. Et la prime de risque, elle a plutôt baissé. Donc, quand vous faites les 3 éléments, en fait, vous êtes sur des marchés qui, objectivement, fin 2022, étaient effectivement plutôt attrayants, redevenus attrayants. Plus le fait qu'aujourd'hui, vous avez les obligations qui deviennent elles aussi attrayantes, ce qui va maintenir les taux, a priori les taux longs, à un niveau assez stable, hein, peut-être légère hausse, mais nous on pense que le pic a été fait, le peut-être pic, aussi. on est peut-être pas loin du pic. Mais quand vous regardez la courbe des taux, elle est négative. Ouais. Donc le message sur les taux, a priori, c'est qu'on va avoir une récession en 2023, mais elle sera peut-être moins forte que prévu, et puis surtout il y a eu la Chine. C'est-à-dire que la réouverture de la Chine laisse penser qu'on aura un deuxième semestre d'une croissance qui repartira grâce à la Chine. Donc tout ça était plutôt rassurant et tout est arrivé en même temps. Qu'est-ce qui peut dérailler partant de là, Vincent? Parce que si on a corrigé l'excès de pessimisme, ce que je trouve tout à fait légitime, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de basculer dans un optimisme peut-être un peu forcené L'avenir nous le dira. Oui, on a envie de prolonger. La Fed, elle réussit son job de soft landing une fois sur 2 aux États-Unis. Donc, il est normal qu'une fois qu'on s'est arrivé au point indiqué où l'inflation commence à ralentir, on se dit, si effectivement la Fed était un peu moins agressive que ce qu'elle nous dit aujourd'hui, le soft landing peut être réussi. Si c'est un soft landing, c'est pas moins 30% de baisse des résultats, c'est 0. Bon, on a déjà ajusté à la baisse ses estimations, plus tous les autres éléments de pessimisme qui ont déjà été cités. On voit qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait un game changer. Maintenant, arriver au niveau où on est aujourd'hui, où on ne price plus un soft landing, parce que la prime de risque, on l'a déjà pas mal consommée. Hein. Aujourd'hui, surtout en Europe, c'est impressionnant spectaculaire. Comment elle a baissé. Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins protégé contre un risque au niveau des taux. Donc la vraie question, et le risque pour répondre à ta question, c'est est-ce que la BCE va se reprendre encore une fois? J'étais un des rares à dire il y a un mois que la BCE pouvait nous surprendre. Parce que dans quel sens? À la hausse. Ah oui. Parce que par rapport aux perspectives d'inflation que l'on a en Europe jusqu'à la fin de l'année, les anticipations vis-à-vis de la BCE étaient aussi complaisantes que celles qu'on avait avec la Fed avant l'été. Et là, on vient juste de réduire d'un cran la complaisance. Et je signale qu'en Europe, il n'y a que l'inflation globale qui a baissé. Hein. Le core inflation n'a pas encore baissé. Non. Et avec les problèmes de démographie et donc bien sûr. Et tout ça, je ne sais pas si ça va baisser. De longue haleine. Ça va baisser. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais c'est le point d'arrivée. Et surtout, le point de convergence avec les politiques monétaires. Ouais. Donc, autant sur les États-Unis, je suis relativement rassuré en termes d'anticipation monétaire. J'entends. Autant en Europe, je pense qu'on aura encore de mauvaises surprises. Et donc, et de ce point de vue-là, le marché est pricé pour la perfection. Un peu trop peut-être. Bien sûr. D'accord. Après, au-delà du phénomène européen, sur les taux et sur les politiques monétaires, il reste la question qui est toujours une chance sur 2. Est-ce qu'on va effectivement avoir un soft landing ou est-ce que le fait que la Fed maintienne des taux élevés peut-être toute l'année, contrairement aux anticipations, est-ce que ça ne va pas avoir un impact récessif un peu plus important et finalement l'inverse du scénario du consensus se produirait. Hein, au lieu d'avoir eu un premier semestre dangereux, négatif, risqué et un deuxième semestre de recovery, c'est l'inverse qui se produit. Voilà. On verra. Donc moi je pense qu'on n'a pas la réponse, il faut regarder la valorisation. Au niveau actuel, il est quand même compliqué d'acheter quand on n'a pas acheté à l'automne. Moi je n'ai pas acheté agressivement à l'automne, mais quand j'avais du cash et qu'on était 10% plus bas, je profitais des opportunités pour renforcer. Mais ça fait 15 jours que j'achète plus. En fait, au niveau actuel, on pourrait considérer que les marchés ont fait leur performance de l'année 2023. Oui, probablement. Bien sûr. 3 fois le livret A. Il peut y avoir 3 fois le livret A sur les actions, c'est pas mal. Ouais. 9% de hausse. Je pense qu'il peut encore y avoir des ajustements à l'intérieur du marché aussi. Hein. D'ailleurs, les marchés qui progressent moins et les rattrapages qui continuent. D'ailleurs, ils ont corrigé la baisse de 2022, ce qui est assez incroyable. Ah bah oui, bien sûr. On est à 4% des sommets historiques. Ouais. Non, c'est spectaculaire.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette dynamique de marché, Xavier? Alors, le début d'année, avec l'effet calendaire, est évidemment spectaculaire pour le fameux 60-40. Je crois que c'est le meilleur démarrage sur 15 jours depuis des générations. Mais encore une fois, le mouvement de rattrapage, notamment des actions européennes, puis des actions chinoises, il date du 4e trimestre 2020. Non, justement, c'est là-dessus que... Ça n'a pas commencé en octobre? Non. Ah bon, mince. Non, ça a commencé globalement à la mi-juillet. Ça a commencé plus tôt encore. Eh oui. Simplement, il y a eu des éléments perturbateurs. Mais ça commence à la mi-juillet sur les publications de résultats. C'est vrai. Et les éléments perturbateurs sont Jackson Hole avec le discours, le laïus absolument stratosphérique de Jérôme Powell, et puis surtout l'épisode Liz Truss en Angleterre qui perturbe en septembre, qui perturbe complètement les marchés obligataires souverains dans le monde entier, et qui fait un mois de septembre défavorable pour l'ensemble des classes d'actifs. Mais d'ailleurs, toi-même, dans les commentaires de tes études, tu pourras regarder, par pure curiosité, tu disais bien, tu questionnais tes intervenants sur pourquoi le marché rebondissait à partir de fin juillet, début août. Oui, c'est vrai. Et c'est le rallye estival. Alors, juste un point de rendez-vous, je l'ai dit la fois dernière, mais je vais le redire à nouveau pour bien rentrer. Si on prend le relevé au 30 septembre, on fait un peu de l'archéologie, là, d'une certaine façon, on a les agrégats, le consensus 2022 et 2023. Si on prend son évolution entre le début de l'année dernière et le 30 septembre, il progresse de 9% sur les chiffres d'affaires. Sur les marges d'exploitation, il progresse de 100 à 150 points de base. Sur les EBIT, en consolidé, il progresse de 15 à 20%. Les earnings progressent dans le même de 20%. Et les ratios de valorisation, baissent entre 20 et 30%. Donc tu as un point de rendez-vous au 30 septembre de l'année dernière. Tu as les agrégats qui font ça, tu as les ratios de valorisation qui font ça, il y en a un qui se trompe. Celui qui ne se trompe pas, ce sont les analystes. Et donc là, tu as une divergence entre les macro-économistes, les économistes, Davos qui t'annonce, Bitorbi qui t'annonce, comme tu le disais tout à l'heure, depuis X mois, la récession va arriver. Et puis le travail de scribouillard, le travail de souterrain, de soutier des analystes, mais qui remontait des chiffres bons. Et quand tu regardes les données, par exemple, les données de la Banque de France, tu t'aperçois que tu n'as aucune baisse, les carnets de commandes s'infléchissent très légèrement. Les stocks, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que le comportement de stockage a été complètement modifié depuis l'épisode Covid et surtout la crise ukrainienne. Tu t'aperçois que tu as des éléments de stockage où le niveau des stocks est singulièrement plus élevé que sur la décennie passée. Donc ça veut dire que les agents économiques intègrent les problèmes de pénurie, intègrent probablement les problèmes d'inflation, intègrent de chaînes de valeur, et donc tu as des comportements de stockage plus importants. Ces comportements de stockage, tu les vois dans l'économie consolidée, ça soutient l'économie. Donc elle ralentit pas aussi vite que prévu. Pourquoi ? Parce qu'on applique des grilles de lecture d'un environnement pré-déflationniste. Or, on rentre probablement dans une stagnation qui n'est pas déflationniste, mais on a passé de la stagnation séculaire à la stagflation séculaire. Et ça change complètement la donne. Donc les marchés aujourd'hui, ils sont fair value, il n'y a pas de risque. Mais il y a aucun. Enfin, évidemment, si Poutine appuie sur le bouton nucléaire ou si il y a des risques, bien entendu, mais ils ne sont pas de même nature et ils sont beaucoup plus pondérés qu'ils ne l'étaient au cours de 2022. Donc le marché est en train de, d'où l'aspect des primes de risque, en train de les revoir à la baisse parce que tous les risques, tout l'empilement, le feuilleté de risque, il est en train d'être vu et en même temps les agrégats sont bons. Donc il y a plein de compartiments de la cote ou les ratios de valorisation, mais c'est open bar parce que les valos sont vraiment très faibles. Je ne dis pas en consolidé, ça s'est réduit. Mais il y a plein de secteurs de la cote où tu as des ratios de valorisation qui sont très attractifs, où tu as des expected returns sans trop pousser le modèle qui sont à 3 chiffres. Et donc ça, c'est une tendance, là-dessus, c'est une tendance, pour moi, ce rattrapage, ce retour à la moyenne. Oui, il n'y a plus le temps, Xavier, mais c'est pour aller à la bottom line. Voilà. L'idée du retour à la moyenne, c'est encore une idée valable. Là, pour, les technos, tout ça, il faut oublier. Il faut se remettre. Ah oui, mais il faut plus avoir... Il faut aller sur le secteur, alors ça, il faut pondérer, mais aller sur la value. Là, c'est un trend absolument séculaire, notamment des valeurs cycliques, mais bon, qui n'ont pas un gearing trop important. Ouais. Là, il y a un trend séculaire et ça ne fait que commencer. Hein. Le train, il n'est pas encore parti, il n'a pas encore quitté le quai, donc profitez-en. Je m'en m'associe. Mais c'est très intéressant, mais on en parlera une autre. Pourtant, il y a quand même des trucs à faire dans le Nasdaq, dans la tech, c'est pas possible. C'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, vous dites, Vincent aussi. Mais tout le monde s'est bourré. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est dans les starting blocks pour essayer de capter le mouvement quand même de recovery et de reprise du Nasdaq. Il y a des faux départs, en fait.
Ouais. Et on voit bien, c'est un encéphalogramme plat, le Nasdaq. Bon, maintenant, à l'intérieur... C'est plus le marché leader. Les valeurs qui ont déjà perdu 60%, Oui. Facebook, ça va un petit chouïa mieux que... Ça se paye 10 fois, maintenant, voilà, c'est ça. C'est plutôt la pression vendeuse, elle est plutôt sur Apple ou Microsoft, qui étaient les dernières à lâcher. Non, mais je suis assez d'accord sur le phénomène de la value, mais ça ne veut pas dire que la croissance est morte. Simplement, il faut aller chercher le garde. Donc, il y a vraiment de la croissance qui est devenue pas chère. Oui, rapidement, Vincent, et puis Stanislas pour la conclure. croissance des résultats l'année dernière, il y avait quand même un phénomène qui avait beaucoup exacerbé les choses, c'est qu'il y a eu une explosion des earnings dans toute la partie énergie et produits de base. En dehors de ces deux secteurs, c'était moins flamboyant que ça. Bon. L'idée de ce rattrapage encore, et ça nous amène à l'Europe, la surperformance des actions européennes participe de cette logique de rattrapage après, 10, 15 ans de surperformance des actions américaines, sur l'ensemble des actions mondiales d'ailleurs. Alors, nous, globalement, on est, après la forte hausse du début d'année, on est plutôt prudent. Parce que nous, nos modèles d'évaluation donnent une surévaluation du marché qui est plutôt autour de 10%. Donc pour nous, on n'est pas fair value. Mais peut-être parce qu'on a des projections sur la croissance des bénéfices plus mesurées. Est-ce qu'il faut craindre ou pas aussi l'impact de la hausse des taux qu'on n'a pas encore vu, qu'on devrait commencer à voir en 2023. Alors on l'a vu sur l'immobilier aux États-Unis, les taux hypothécaires aux États-Unis, on est à 6%. Et on regardait les derniers chiffres. En fait, si on regarde les chiffres de l'inflation aux États-Unis hors loyer, parce qu'en fait, c'est les loyers qui biaisent tout sur les chiffres. Bien sûr. En réalité, la décélération est très très forte. Bien sûr. Et donc, il y a quand même un impact. Le core CPI hors shelter, hors logement, il est déjà en baisse depuis 3 mois consécutifs. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs est plutôt bien, parce que peut-être que la Fed va ralentir sa hausse des taux. Mais tout ça montre que ces hausses de taux passées ont un impact. Et on le voit sur l'immobilier aux États-Unis en tout cas. Donc, moi, je préfère clairement le 60-40, d'autant que l'année dernière, c'était la pire performance depuis un siècle sur le 60-40. Donc, a priori, on savait qu'on était tranquille pour 100 ans. Statistiquement, effectivement, voilà, le Black Swan, le tail risk a été consommé, et donc c'est vrai que ça ouvre de nouvelles perspectives. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans les petites et moyennes capitalisations boursières, autrement dit les PME cotées françaises et européennes. C'est le domaine d'expertise d'Indépendance et Expansion Asset Management. Son président, gérant de la stratégie, est avec nous en plateau, William Higgins. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui, quand même. 30 ans d'expérience dans cet univers des PME cotées françaises et européennes. La stratégie que vous pilotez, vous la pilotez depuis 30 ans, je le dis, avec une performance annuelle moyenne à 2 chiffres, pour donner quand même un ordre de 13%, voilà, pour être précis, en moyenne chaque année depuis 30 ans sur cette stratégie que vous pilotez. Un peu d'expérience ne fait pas de mal, William Higgins. Quel est l'état des lieux que vous dressez? Quelles sont les constatations qui vous viennent à l'esprit quand vous regardez votre univers d'investissement aujourd'hui, les small et mid-cap françaises et européennes, qui commencent à accuser quelques années successives de sous-performance par rapport au large cap? Oui, alors d'abord, il faut faire une différence entre la France et l'Europe. C'est-à-dire, en France, le CAC a surperformé de 40% à peu près sur les 5 dernières années, les petites valeurs. Alors qu'en Europe, les grandes valeurs et les petites valeurs n'ont rien fait sur 5 ans. Donc, il y a un facteur français qui est que dans les large caps, il y a Total et LVMH qui ont bien marché et qui ont tiré l'indice. D'une façon plus générale, la hausse du dollar est favorable aux grandes valeurs parce que normalement, elles facturent plus en dollars que les petites valeurs. Et il y a un troisième facteur, mais je ne m'explique pas pourquoi ça ne fonctionne pas en Europe, c'est que l'ESMA a décidé d'embêter les gérants sur la liquidité de leur portefeuille. L'autorité de régulation européenne. Voilà. Ouais. Donc globalement, disons, tous les investisseurs veulent des fonds à liquidité journalière, et l'ESMA, dans sa grande logique, a dit, dans ce cadre-là, vous devez pouvoir liquider votre portefeuille dans la journée.
Ce qui, si on est logique, ça interdit de faire des petites valeurs. Et il y a des départements compliance qui ont expliqué aux gérants un peu trop aventureux que ça serait bien qu'ils vendent leurs petites valeurs. Ça veut dire que l'explication de la sous-performance spécifique, notamment des petites capitalisations françaises, ce sont des facteurs, alors le biais de composition des indices, par exemple, large cap notamment, etc. Mais ce n'est pas une remise en cause de la thèse historique d'investissement dans cet univers qui est une thèse de surcroissance, on va dire, enfin, d'un régime de croissance opérationnelle plus élevé que celui des grandes multinationales cotées. Cette thèse-là, elle reste valable, William Higgins? Cette thèse, elle est toujours vérifiée. Bon, si on prend sur 30 ans, puisque c'est quand même ma référence, le CAC a dû faire 450% environ. L'indice petite valeur a fait 650%. Donc effectivement, il y a 5 ans mauvais, mais il n'y a pas de raison que ça change intrinsèquement. Pour plusieurs raisons. Un, le chiffre d'affaires des petites sociétés croît plus vite que celui du CAC 40. Deux, leur rentabilité s'améliore quand il y a des cracks un peu plus vite que les grandes valeurs. Et pour moi, le gros avantage des petites sociétés, c'est que l'information circule mieux et que c'est quand même un facteur de surperformance. L'information circule mieux ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas forcément intuitif Non, alors pour moi, j'ai découvert ça au sein de ma propre société quand mon fils m'a rejoint. Disons, moi j'ai une toute petite structure de 12 personnes. Ouais. Et de temps en temps, quand il y a quelqu'un de l'équipe sort de mon bureau, j'ai le sentiment que ça s'est bien passé. Et j'ai mon fils qui arrive quelque temps après en disant elle a très mal pris ce que tu lui as dit, etc. Et c'est là où je me suis dit, finalement, les petites valeurs, les petites sociétés familiales... Les petites structures, les petites organisations. Non, plus familiales. Parce que, si vous avez des salariés... Bon, il y a quand même il y a des choses qui ne vont pas vous dire. Il y a moins de perte d'informations. Ouais. Alors que quand c'est familial, et que notamment vous avez des enfants, ou des parents d'ailleurs, parce que ça peut être les deux, ils n'hésitent pas à vous dire tout ce qui va mal, et notamment ce que vous faites mal. Non, bien sûr, mais c'est un vrai atout. Et puis, il y a des études académiques sur la surperformance du capitalisme familial par rapport à d'autres types de capitalisme. Oui, parce qu'en plus, pour être clair... il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est à une époque, il y avait la mode des stock options et que les sociétés familiales surperformaient les grandes et ne donnaient jamais des stock options. Ouais. Parce que fondamentalement, le salarié qui reçoit des stock options a tendance à les sous-valoriser et que si tout va bien, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Donc si vous êtes actionnaire majoritaire, vous ne donnez pas de stock options. Par ailleurs, il y a un autre facteur amusant cette fois-ci, c'est tout le monde parle de la gouvernance, etc., et que les sociétés familiales, d'après certains, sont mal gouvernées parce que globalement, il n'y a pas de directeur indépendant, d'administrateur indépendant en bon français. Moyennant quoi, la plupart des dirigeants de sociétés familiales sont mal payés par rapport aux salariés qui sont dirigeants. Donc, il y a quand même des petits avantages d'investir dans les sociétés familiales. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que du mauvais dans la gouvernance familiale. Non, il n'y a pas du mauvais. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans ce marché, William Higgins? Et qu'est-ce qui caractérise votre processus d'investissement, expérimenté depuis 30 ans avec les performances qu'on a pu citer, William Higgins? Et quel type de valeur est-ce que vous ciblez aujourd'hui, là, dans ce moment de marché? Alors... nous, on fait toujours la même chose, quel que soit l'état du marché. Donc, on privilégie les sociétés mal valorisées. Notre vision, c'est que nous sommes incapables de prévoir l'avenir, mais que les autres investisseurs ne sont pas beaucoup plus doués que nous. Donc, le fait qu'un titre soit sous-valorisé ne garantit pas qu'il va avoir des problèmes. Et pour avoir des sociétés qui ne connaissent pas de problème, nous avons un deuxième critère qui est la rentabilité des fonds propres. Voilà. Si vous avez un marché où la rentabilité des fonds propres est à peu près 7% et que vous investissez systématiquement dans des sociétés qui sont plutôt à 15%, vous investissez dans des sociétés qui ont probablement pas de qui ont des concurrents pas trop agressifs, donc vous avez un avantage compétitif. Et avec un peu de chance, ça va durer quelques années.
Donc ça, c'est vraiment la base de notre stratégie. Après, on voit les dirigeants des entreprises, on lit les rapports annuels, ce qui Ça fera plaisir au service de direction de l'information financière de ces entreprises. Non, mais à un moment, je faisais partie d'une commission de l'AMF et que même l'AMF était en train de craquer en disant on demande trop de choses. À quoi ça sert ? Rapport annuel, ça fait 100 pages, personne ne les lit, etc. La réponse, c'est non, ça sert pour les gens qui acceptent de les lire. Et à la limite, c'est le moyen le plus simple pour gagner de l'argent en bourse. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que la responsable investisseur de Renault, je crois, avait dit « Heureusement que les investisseurs ne lisent pas les documents, le document de référence, parce que sinon, ça serait trop dur pour nous. » Donc, il y a beaucoup plus d'informations. Et je ne fais pas partie des gens qui pleurent la période géniale où les brokers faisaient des études approfondies, etc., parce que les rapports annuels ont effectivement rempli L'information est disponible et accessible à tous aujourd'hui pour ces entreprises publiques cotées. C'est un marché d'opportunités aujourd'hui. Concrètement, là, qu'est-ce qui incarne votre processus d'investissement que vous avez pu décrire brièvement dans les valeurs, les positions, les convictions que vous défendez dans la stratégie aujourd'hui ? C'est une valeur du type Katana qui, avant ce matin, avait un pricing de 6. Donc le yachting, c'est ça, Katana ? Oui, alors Katana, ça fabrique des catamarans. Disons, le nom est presque catamaran. Et en fait, ils ont loupé... Ils n'ont pas réussi à faire le chiffre d'affaires qu'ils avaient annoncé pour l'année dernière. Ils clôturent au mois d'août. Et le marché les a punis brutalement. Parce qu'ils devaient faire 160 millions de chiffre d'affaires, ils en ont fait 146. Parce qu'il y avait des pénuries. Parce que, comme ils avaient des pénuries, il y avait des bateaux qui devaient être livrés au mois de juillet. Et quand ils ont dit aux clients, ça ne sera pas juillet, ça sera au mois d'août, les clients ont dit, au mois d'août, j'ai d'autres choses à faire. Donc, ils ont perdu 2 mois de vente. Mais ils ont quand même fait pratiquement 30% de croissance l'année dernière. Ils sont en train de faire 30% de croissance cette année. Donc, c'était une valeur de croissance. Mais là, le marché les a punis assez sévèrement. Ah oui. Donc, le price earning qui avait tendance à être plutôt à 8 est redescendu à 5. Et globalement, c'est une valeur de croissance avec un price earning de 6. Disons, on ne voit pas le problème, bien qu'on peut dire que il y a un petit ralentissement de la demande cette année, mais ce n'est pas pour ça que le cours s'est effondré. Et globalement, ils ont un carnet de commandes qui leur permet de couvrir 3 ans, donc ça peut être pire. Et juste, le temps va nous manquer, William Higgins, mais des opportunités comme Katana... je veux dire, vous en trouvez aujourd'hui beaucoup. Il y a un moment d'opportunité. Je sais que la question du timing est toujours difficile et que c'est sans doute pas ce que vous cherchez. J'ai bien compris, mais au regard de vos critères, est-ce qu'aujourd'hui c'est un marché d'opportunité ? Non, les valorisations étaient très bonnes, mais c'était il y a 2 mois, on avait un price earning de 8. Oui, depuis ça a monté. C'était le plus bas historique, ça nous rappelait 2009. Début 2009. Oui, bien sûr. Donc c'était facile d'investir quand le price earning était à 8, à part que je ne l'ai pas fait. Non, mais je ne l'ai pas fait à titre personnel, parce que le fonds est toujours investi à 100%. Oui, d'accord. Donc on ne se pose pas la question du timing. Aujourd'hui, les valorisations... si les price earnings étaient à 8 il y a 2 mois, on doit être à 10, ce qui est quand même pas très cher. Moi, je suis plus optimiste. J'étais le plus optimiste à la fin de l'année dernière. Maintenant, j'ai l'impression que l'optimisme... Vous avez été rejoint ? Non, parce que il se trouve que dans ma jeunesse, j'étais monétariste et que je me rappelle qu'il y a quelque chose qu'on appelle la vélocité de la monnaie et que globalement, comme on a créé 30% de masse monétaire en 3 ans, même si les banques centrales essayent de réduire, d'augmenter les taux, etc., ils n'ont plus la main. Parce que comme l'inflation a remonté, la vélocité de la monnaie va exploser. Et donc, ce qui garantit, entre parenthèses, une demande relativement élevée cette année, que même si les taux montent.
Oui, oui, effectivement, on sent que le niveau d'optimisme est en train de remonter quand même. Alors à la faveur d'une très belle performance de début d'année, notamment sur les marchés européens. Il faut qu'on s'arrête, William Huggins, mais je serais ravi que vous puissiez revenir pour faire le point sur cet univers d'investissement que vous connaissez particulièrement bien, les PME cotées en France et en Europe. William Huggins, le président et gérant de la stratégie d'indépendance et expansion Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.